Salut à tous. On a commencé avant les vacances un nouveau chapitre, le produit scalaire. On avait vu ce qu'était le produit scalaire, on avait donné quelques définitions et quelques moyens pour calculer le produit scalaire. On a vu également quelques propriétés et quelques règles de calcul. Je vous propose dans cette vidéo de rappeler un peu tout ça, de faire quelques rappels très rapides sur ce qu'on avait vu avant les vacances et de faire quelques exemples de calcul du produit scalaire. Alors je vous remontre le début du chapitre, vous l'avez déjà, il est en tout cas dans le drive. Donc le produit scalaire, je rappelle rapidement, c'est une nouvelle opération qui, à partir de deux vecteurs, associe un nombre. Je ne vais pas tout dire, je vais aller vite, mais on avait commencé déjà par dire ça. Donc on prend deux vecteurs au départ et on associe un nombre. Voilà comment se manipule le produit scalaire. Le symbole utilisé pour cette nouvelle opération, c'est le point. Et il y a quatre principales manières de calculer, de définir les produits scalaires. La première formule, on l'a vu, pour calculer le produit scalaire AB scalaire AC, on peut utiliser la formule suivante. Eh bien, AB scalaire AC, ça va être la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle ABAC. Il y avait cet exemple dans le cours, à droite. Voilà, on avait énuméré toute une série de remarques. Par exemple, sachant que le cosinus de moins A est égal à cosinus de A, en fait, le sens de l'angle orienté ici n'a pas trop d'importance. J'aurais même pu mettre ici l'angle géométrique en disant que c'est cosinus de BAC. Donc, ça fait partie des caractéristiques du produit scalaire. Si j'ai un angle de pi sur 6 ou moins pi sur 6, modulo de pi, ça n'a pas d'importance, j'aurai le même résultat. Voilà. On a vu que cette formule était assez facile à utiliser, mais elle avait des inconvénients, notamment lorsqu'on ne connaissait pas bien le cosinus de l'angle. Alors il y a d'autres manières d'aborder le produit scalaire. La deuxième formule, celle que j'appellerais avec le projeté orthogonal. Donc je rappelle, le produit scalaire AB scalaire AC, c'est AB fois AH ou moins AB fois AH, suivant que les vecteurs AB et AH aient le même sens ou les sens contraires. Et ici, H, c'est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Concrètement, on avait fait quelques exemples. Quand je veux calculer sur mon exemple le produit scalaire AB scalaire AC, eh ben on avait dit on se place sur une droite portée par l'un des vecteurs, par exemple la droite AB. Voilà, on se place sur cette droite-là. On projette le point C orthogonalement sur cette droite, c'est-à-dire perpendiculairement. Ça va arriver sur un point que je vais appeler H. On dit donc que H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et dans ce cas, le produit scalaire AB scalaire AC sera égal à moins AB fois AH, moins longueur AB fois longueur AH. Alors pourquoi moins? D'après ma définition, j'ai dit parce que les vecteurs AB et AH ont des sens contraires, mais concrètement, on va plutôt dire parce que l'angle BAC ici est un angle obtus. On va retenir ça pour l'instant, c'est plus simple. Si j'ai un angle aigu, ce sera plus, ce sera positif. Si j'ai un angle obtus, ce sera négatif. Voilà. La troisième formule, je vous la montre. Voilà, c'est une autre manière d'aborder le produit scalaire. Dans l'enseignement supérieur, d'ailleurs, ils utilisent plutôt cette formule-là pour définir le produit scalaire. Bon, à notre niveau, on va utiliser cette formule vraiment si les autres sont trop durs ou si elles ne conviennent pas. Donc, U scalaire V, par définition, est égal à 1 demi, entre parenthèses, de norme de U plus V carré, moins norme de U carré, moins norme de V carré. Voilà. Je vous laisse lire l'exemple qui est à droite. Attention avec cette définition, on ne l'a pas trop travaillé avant les vacances, on n'y était pas encore. Attention,
ce que je viens d'entourer, enfin de souligner en haut, en tout cas d'entourer là, c'est la norme du vecteur u plus v au carré. C'est pas la norme du vecteur u plus la norme du vecteur v au carré. Il ne faut pas confondre ces deux notions. J'y reviendrai. Dernière formule qui ne marche que dans un repère orthonormé. Quand je connais les coordonnées des vecteurs u et v, le produit scalaire se calcule de cette manière-là, avec la formule xx' plus yy'. Donc c'est hyper simple, c'est vraiment une formule simple à utiliser. L'inconvénient, c'est que ça ne marche que dans un repère orthonormé. On n'y sera pas toujours. Voilà 4 manières de calculer un produit scalaire. Mais ça ne suffit pas, on a besoin de connaître aussi toutes les propriétés qui s'y rapportent. Alors, je les énumère très rapidement. Une petite définition. Par définition, on note u scalaire u, u carré, je le note en rouge, dans l'autre sens. U carré, cette notation-là, par définition, c'est u scalaire u. Et si j'applique la première formule, c'est donc norme de u fois norme de u fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs u. En fait, l'angle formé par les deux vecteurs, et ce sont les deux vecteurs qui sont superposés, c'est le même vecteur en fait. L'angle ici, c'est un angle de 0 radian, donc j'ai cosinus de 0 radian. En fait, ce nombre-là, je vais l'entourer en vert, ce nombre-là, il vaut cos de 0, c'est-à-dire qu'il vaut 1. Tout ça pour dire que u scalaire u, c'est tout simplement norme de u fois norme de u, c'est-à-dire norme de u au carré. D'où la définition que j'ai donnée. Je viens d'en donner une explication. Donc, u scalaire u se note u carré, mais peut aussi se noter, et je viens de l'expliquer, norme de u au carré. Voilà, c'est la même chose. Attention, je n'ai pas dit que le vecteur u était égal à la norme du vecteur u. L'une des difficultés dans ce chapitre, ces difficultés il y a d'ailleurs, c'est de ne pas trop se mélanger les pinceaux avec les notations. Il ne faut pas écrire n'importe quoi. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Le produit scalaire u scalaire v se note u point v. Ça ne se note pas u fois v. Non. Le symbole fois, c'est pour des nombres. Autre propriété, le produit scalaire a toute une série de propriétés, de règles de calcul. Je ne vous les dicte pas. Quand on les regarde, on se rend compte qu'en fait, ces règles, elles sont similaires aux règles de calcul qu'on utilise lorsqu'on fait du calcul algébrique. J'en prends une par exemple. Là, on retrouve l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b. Ça fait a carré moins b carré. On retrouve des similitudes. Donc ces règles vont être faciles à retenir et à utiliser. Voilà. Alors, on avait fait quelques exemples, mais je vais vous en proposer d'autres dans cette vidéo. Donc, je vous montre ce que je vous ai préparé. Voilà, il y a deux figures. On va commencer par le triangle équilatéral ici, le triangle STU. Je vais écrire des produits scalaires à déterminer. Et ce que je vous propose, c'est à chaque fois d'appuyer sur pause, d'essayer de le faire vous-même, voir si il vous reste quand même des choses d'avant les vacances, voir si vous êtes capable de le faire. Et puis après, vous reprenez le mode lecture pour avoir la correction. Alors, le premier produit scalaire que je vous propose, c'est celui-là. C'est TU scalaire TS. Voilà, on va commencer simple. TU scalaire TS. Alors, la première chose, on voit si les vecteurs partent du même point. Bon, ici, oui, les deux vecteurs partent du même point. Je peux facilement les visualiser. Voilà TU, voilà TS. Donc, si je reprends mon cours, j'ai 4 formules permettant de calculer des produits scalaires. Alors, on va commencer par la première. Je la rappelle, la première, TU scalaire TS, c'est la longueur TU fois la longueur TS
fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs, c'est-à-dire cet angle-là, c'est-à-dire l'angle UTS. Bon, ben, si j'ai tout, eh ben, je vais finir mes calculs. Alors, je regarde, est-ce que j'ai tout? Je connais la longueur TU, je connais la longueur TS. L'angle UTS, je suis dans un triangle équilatéral, c'est un angle de 60 degrés, donc pi sur 3 radians. Bon, il n'y a pas de souci, je connais son cosinus, je vais pouvoir finir le calcul. Ça fait donc 5 fois cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire 25 ici fois, et le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Résultat final, 25 demi. Ah, j'ai oublié de rappeler que la trigonométrie ici va être utile. Donc c'est important de bien connaître son cercle trigonométrique. Ça va de soi. Voilà un premier calcul. Je vais l'effacer et vous proposer toujours dans ce triangle équilatéral un autre calcul. Voilà. Je vous propose cette fois-ci le produit scalaire US scalaire TU. Voilà. Alors, je vais essayer d'effacer les vecteurs ici que j'ai dessinés qui ne sont plus d'actualité. Voilà. Alors, le premier petit souci ici, c'est que les vecteurs ne partent pas tout à fait du même point. Alors, on va utiliser les règles de calcul du produit scalaire pour se ramener à un produit scalaire avec des vecteurs qui partent du même point. C'est plus facile. Alors ici, il y a la lettre U qui est commune aux deux vecteurs. Ben, je peux par exemple laisser US, mais au lieu de mettre TU, je vais mettre moins UT. Ben oui, le vecteur TU, c'est l'opposé du vecteur UT, donc c'est moins UT. Règle du produit scalaire, je remets la formule d'ailleurs, vous savez que quand vous avez quelque chose comme ça, du U scalaire KV, où K est un réel quelconque, ben, c'est égal à KU scalaire V. En fait, le réel K, ben, je peux le mettre devant. C'est ce que je vais faire ici. Mon K, en fait, c'est moins 1. Eh ben, je vais le mettre devant. Donc, je mets moins US scalaire UT. Voilà. Et maintenant, je me retrouve avec un produit scalaire ici à calculer. Et les deux vecteurs ici partent du même point. Ils vont être plus faciles à visualiser. OK. Eh ben, je vais essayer toujours avec la première méthode, la première formule. Donc, je laisse le signe moins par contre. Lui, ben, il existe. Et donc, j'applique la formule, c'est US, longueur US cette fois-ci, fois longueur UT, fois le cosinus qu'il y a entre les deux vecteurs. Donc, US, UT, ça forme un angle que je montre ici, US, UT. C'est toujours un angle de 60 degrés, pi sur 3 radians. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, je vais d'abord mettre SUT. Voilà, application numérique, ça fait moins 5 fois cosinus de pi sur 3, on a dit. Et ça fait moins 25 fois 1 demi, moins 25 demi. Voilà. Voilà pour ce deuxième produit scalaire. OK. Maintenant, je vais passer à la figure suivante. Allez, j'efface ça, en espérant que ce soit clair pour vous. La figure suivante, j'ai construit un rectangle ABCD et, d'une manière adjacente, un triangle ADE. Alors, je vais rajouter des codages. J'ai bien dit que j'avais un rectangle, donc je vais mettre des angles droits ici. Voilà. Le triangle ici, ADE, je l'ai fait isocèle. Et simplement isocèle. Voilà.
Alors, on va travailler sur cette figure. Je vous propose plusieurs produits scalaires. Premier produit scalaire, je vous propose AB scalaire BC. Voilà. Pareil, appuyez sur pause, essayez de le faire vous-même, de trouver le résultat vous-même. Et puis après, vous regardez la correction. Alors, comme précédemment, je vais faire en sorte d'avoir un produit scalaire de vecteurs partant du même point. C'est plus facile. Bon, je suis dans un rectangle. Le vecteur BC est égal au vecteur AD. Donc, je peux écrire que c'est AB scalaire AD. Voilà. Je vais une fois de plus appliquer la première méthode parce que je vois que je vais réussir facilement. Ça fait longueur AB fois longueur AD fois le cosinus de l'angle BAD. Et vous avez déjà remarqué que c'est un angle de 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. Ça fait donc longueur AB 10 fois longueur AD 4 fois le cosinus de pi sur 2. Enfin, pour être un peu plus précis, c'est pas tout à fait pi sur 2, c'est moins pi sur 2. Si je prends l'angle orienté des vecteurs AB et AD, je tourne dans le sens négatif. Voilà, AB, AD, je tourne dans le sens négatif. Donc en fait, c'est moins pi sur 2 ici. Mais comme je le disais auparavant, cosinus de moins A est égal à cosinus de A. Donc que l'angle soit que la mesure d'angle soit négative ou positive, ça ne va pas changer la valeur du cosinus, donc ça ne changera pas le produit scalaire. Donc c'est bien, on n'a pas un problème de sens à ce souci. Ce qui fait 10 fois 4 et le cosinus de pi sur 2 fait 0, et bien résultat final, ça fait 0. Et vous avez peut-être retenu avant les vacances qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite, parce qu'il faut savoir que quand les vecteurs forment un angle droit, on dit quand les vecteurs sont orthogonaux, et bien le produit scalaire est nul. Donc dès que vous avez un angle de 90 degrés, ou un angle de pi sur 2, une mesure d'angle de pi sur 2, et bien le produit scalaire est égal à 0, puisque le cosinus de pi sur 2 vaut 0. Donc on peut aller plus vite. Si je vous dis de tête... donnez-moi le produit scalaire DC scalaire CB. Je griffonne rapidement ici. DC scalaire CB. Allez, si on visualise les vecteurs partant du même point, on a un angle droit, ça forme un angle droit. Les vecteurs ici supportent des droites perpendiculaires, ils sont donc orthogonaux. Et ben, je peux tout de suite dire que ça fait 0. Voilà, on ira un peu plus vite. Oups, j'ai oublié de mettre cet angle droit ici. On est dans un rectangle. Ok, pour ce produit scalaire, allez, un autre. Je vous propose celui-là. Le produit scalaire DC scalaire DI. Ce sont des produits scalaires qu'on a déjà calculés avant les vacances. J'ai déjà donné des exemples vraiment très proches, similaires. DC scalaire DI. Alors là, j'ai pris deux vecteurs qui partent du même point. Un vecteur DC, il est là, vecteur DI, il est là. C'est déjà une bonne chose. Si j'utilise toujours la première formule, pour l'instant je ne m'embête pas, je garde la première formule. Ça fait longueur DC fois longueur DI fois le cosinus de l'angle CDI. Alors je vais le visualiser. L'angle DCI, c'est, je vais le faire en bleu ici, c'est cet angle-là. Voilà, et là j'ai un souci. CDI. J'ai un souci parce que je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Et puis même si je le connaissais, attention, si j'ai pas du pi sur 3, ou si j'ai pas du pi sur 4, ou pi sur 6, ou on va dire des multiples de ça, eh ben, je connais pas très bien la valeur exacte du cosinus. Par exemple, même si j'arrivais à prouver que l'angle CDI valait pi sur 7, ce qui n'est pas le cas ici, mais si j'arrive à prouver que CDI vaut pi sur 7, ben, je suis pas plus avancé parce que
cosinus de pi sur 7, on ne connaît pas sa valeur exacte. À notre niveau en tout cas. En première, on ne connaît pas sa valeur exacte. Donc là, avec la première méthode, je suis un peu embêté parce que je ne connais pas bien l'angle CDI. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que cette méthode, ici, c'est pas celle que je vais privilégier, c'est un peu délicat. Alors quand je commence à caler sur une méthode, je vais essayer une autre méthode. Et là, je vais penser à la deuxième méthode, celle avec le projeté orthogonal. Et on va voir qu'elle va être plus simple. Donc j'utilise la méthode du projeté orthogonal. Cette méthode, je m'arrange que les vecteurs partent du même point. Dans un premier temps, c'est le cas. Ok, maintenant je me place sur soit la droite DC, soit la droite DI. Je choisis. Je vais prendre la droite DC, ça me paraît plus simple. Donc je me place sur la droite DC, je vous la visualise en bleu. Voilà, la droite DC. Je vais refaire le vecteur DC, il est là, le vecteur DC, je le fais légèrement en dessous, le vecteur DI, il est là. Et maintenant, je vais projeter le point I, c'est le seul point qui ne fait pas encore partie de la droite. Donc je projette le point que je n'ai pas utilisé, le point I, orthogonalement, c'est-à-dire perpendiculairement à la droite. En gros, je trace la perpendiculaire à DC passant par I, je fais ça. Voilà, ça fait un angle droit. Et le projeté orthogonal de I sur la droite DC, je vais l'appeler H. Allez, je vais l'écrire en gris, par exemple. Gris, voilà, le point H, il est là. Donc je répète, je me place sur la droite DC et je projette I perpendiculairement sur DC, ça me donne un point H. Et bien dans ce cas, la formule de cours me dit que le produit scalaire DC scalaire DI, ça va être la longueur DC fois la longueur DH. Voilà, je garde la longueur DC et je multiplie par la longueur DH. Plus, parce que l'angle CDI, l'angle formé par les deux vecteurs DCDI, est un angle aigu. Voilà, donc plus. Ou plus précisément, plus parce que les vecteurs DC et DH sont dans le même sens, mais c'est plus facile de voir avec l'angle. Application numérique, en espérant que je puisse quand même tout trouver. DC, c'est 10. Et DH, je ne l'ai pas encore donné, mais H, autant le dire tout de suite, se trouve au milieu du segment DC, ça va donc être 5. La longueur DH vaut 5. Pourquoi H se retrouve au milieu de DC ? À l'oral, très rapidement, le triangle DIC, c'est un triangle isocèle en I. La droite que j'ai tracée en orange ici, la hauteur en fait de ce triangle isocèle en I, est aussi confondue avec la médiatrice. Ça fait partie des propriétés d'un triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal est aussi confondue avec médiane, médiatrice, bisectrice. Donc, puisque la droite orange ici est une bisectrice, elle passe par le milieu de DC. Je dis bien que c'est la médiatrice du segment DC. Bon, d'où 10 fois 5, résultat final, 50. Et je me rends compte qu'avec la deuxième méthode, en 2 lignes, c'est fait. J'aurais réussi avec la première méthode. Ça aurait été un peu plus délicat. Voilà pour le deuxième produit scalaire. Alors j'efface les traits maintenant. Ce que j'aurais pu faire, mais on va voir que là, ça par contre, ça ne va pas marcher. J'aurais pu me placer non pas sur la droite DC, mais sur la droite DI. Alors on va voir que ça ne va pas marcher, mais si je le faisais. Si je me place sur DI, donc je trace la droite DI, c'est la diagonale ici du rectangle. Voilà. Je vais donc projeter le point C, cette fois-ci perpendiculairement sur DI. Ça va donc me donner cette perpendiculaire-là. Allez, je projette C orthogonalement, perpendiculairement sur la droite DI. Ça me donne à peu près ça. Et le point, le projeté orthogonal de C sur DI va être ici. Ce point-là, je vais l'appeler H' pour ne pas le confondre avec l'autre point. Bon. Et dans ce cas, je l'écris
droite, eh ben, le produit scalaire DC scalaire DI, ce serait DI dans ce cas, puisque je suis sur la droite DI, fois DH prime. Plus, une fois de plus, sans jeu de mots, puisque l'angle CDB est un angle aigu. Bon, mais vous voyez le problème, DI, je le connais pas, mais je pourrais le trouver. Un petit coup de théorème de Pythagore dans DCB, puis je divise par 2, et c'est bon pour DI. Ça, je peux le trouver. C'est pas DI le vrai problème. Le vrai problème, c'est DH, prime. C'est DH prime. Bah ça, je connais pas. Voilà, bon, je ne vais pas m'amuser à le calculer, puisqu'on l'a déjà trouvé, ce produit scalaire. Donc, juste pour vous montrer que il y a deux manières d'utiliser cette méthode. Évidemment, il y en a toujours une qui va bien mieux que l'autre. Voilà, j'ai tout dit pour ce produit scalaire. Allez, j'efface les traits qui ne serviront plus à rien. Je vous propose un autre produit scalaire. Allez, j'efface tout ça. Je vous propose le produit scalaire. Voilà, je vais l'écrire. J'y viens. EA. AD. Voilà, EA, AD. Alors pareil, vous pouvez mettre sur pause, essayer de le faire vous-même, puis reprendre la correction. Allez, les vecteurs ne partent pas du même point si je les visualise. J'ai EA ici, j'ai AD ici. Ce serait bien de modifier, en utilisant les règles de calcul du produit scalaire, ce serait bien de modifier ça pour se retrouver avec des vecteurs qui partent du même point. Il y a la lettre A que je retrouve dans EA et dans AD. Là, c'est pas bien compliqué. Pourquoi ne pas écrire EA sous la forme moins AE? Voilà, moins AE scalaire AD. Eh ben c'est fait, je me retrouve avec un produit scalaire de vecteurs partant du même point. Donc le moins, j'y touche pas. Et maintenant, c'est AE scalaire AD que je dois étudier. Voilà. Donc j'ai écrit ici moins, comme ça je n'oublie pas. Ok, alors, première méthode que j'énumère oralement. Donc si je prends la première méthode, celle avec l'angle, hein, celle avec le cosinus de l'angle, ça ferait longueur AE que je connais, fois longueur AD que je connais, fois le cosinus de l'angle AEAD, c'est-à-dire de cet angle-là. Et là, comme tout à l'heure, cet angle-là, je ne le connais pas. On n'est pas dans un triangle équilatéral, hein, attention, c'est un triangle isocèle. Je ne connais pas cet angle. Et puis, même si je pouvais le connaître, pas sûr que ce soit des angles du type pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, parce que hormis ces angles-là, les autres cosinus, je les connais pas bien. Donc bref, à chaud comme ça, cet angle-là, je le connais pas bien. Je vais donc changer de méthode et voir si je peux pas utiliser la méthode avec le projeté orthogonal. Donc on y va. AE scalaire AD, je vais mettre sur une droite, soit la droite AE, soit la droite AD, sachant qu'il y en a une qui va aller mieux que l'autre, hein, autant le dire tout de suite. Je suis dans un triangle isocèle en E ici. Eh ben, la droite, à mon avis, à considérer, c'est la droite AD. Donc, je vais me placer sur la droite AD. Voilà, je l'ai tracé. Je remets le segment AD à côté pour bien le voir. Voilà. Donc, je me place sur la droite AD. Et je vais donc projeter le point E perpendiculairement à cette droite. Donc je répète, je me mets sur la droite AD et je vais projeter E perpendiculairement sur cette droite. Ça donne ça comme construction. Allez. Donc je trace la perpendiculaire AD passant par E. Voilà. Et le projeté orthogonal de E sur la droite AD, que je vais appeler H ici, il va être là. Voilà. Et comme je suis dans un triangle isocèle, un peu comme tout à l'heure, autant dire tout de suite, en fait, le point H, il arrive au milieu du segment AD. C'est le milieu du segment AD.
Voilà, je ne refais pas l'explication de la hauteur du sommet principal de ce triangle isocèle qui est aussi confondu avec la médiatrice. Donc H est au milieu de AD. Alors si j'applique la formule du projeté orthogonal, ça fait donc le produit scalaire AE scalaire AD, ça va être la longueur AD fois la longueur AH. Voilà. Le moins qui est devant, hein, c'est le moins qui existait depuis le début. Voilà. Alors, longueur AD fois longueur AH, plus parce que l'angle ici, l'angle formé par les deux vecteurs, est un angle aigu. Voilà, il est inférieur à 90 degrés, facile à démontrer. Ok, eh ben, application numérique en espérant tout avoir. Donc je remets le moins, comme ça je n'oublierai pas. AD c'est 4 d'après l'énoncé. Puisque H est au milieu de AD, ben AH c'est la moitié, 2. Et un résultat final, moins 8. Voilà. EA scalaire AD, ce produit scalaire vaut moins 8. Ok, allez, j'efface ces traits de construction pour passer à un autre produit scalaire. Voilà, voilà. Voilà. Toc, toc. Je vais quand même remettre le 4 en vert. Lui, il reste. Avant de passer à un autre produit scalaire, graphiquement, si je représente les vecteurs EA et AD, le vecteur EA, allez, je vais le mettre à côté, mettons que ce soit un vecteur comme ceci, EA, voilà, je le fais vraiment rapidement, graphiquement. Le vecteur AD, il est comme ceci, hein, si je le retranspose. Bon, juste pour dire que visiblement l'angle formé par ces deux vecteurs est un angle obtus, il est normal d'avoir un produit scalaire négatif. Voilà, quelquefois c'est bien de représenter rapidement les vecteurs, bon, pour s'assurer qu'ici le produit scalaire est négatif. Voilà, ça ne prouve rien, mais c'est toujours mieux de le voir. Ok, autre produit scalaire, je vous propose le produit scalaire dB scalaire AC. Voilà, dB scalaire AC. En gros, je m'intéresse aux deux diagonales du rectangle, ou vecteurs formés par les deux diagonales du rectangle. Je vais remettre le point A. Pareil, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors là, il y a quand même un petit peu de points délicats. D'abord, les vecteurs ne partent pas du tout du même point. Il n'y a aucune lettre commune. Bon, c'est déjà une première chose. Les vecteurs ne partent pas du même point. Bon. Si je l'ai dessiné quelque part, ces vecteurs-là, par exemple le vecteur dB, allez, je vais le faire partir du point I, ce serait un vecteur comme ceci. Le vecteur AC, en faisant partir du point I, ce sera un vecteur comme ceci. Je le fais vraiment à l'arrache, entre guillemets, c'est pour visualiser tout ça. Si je prends la première méthode, la première formule en tout cas, c'est longueur dB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi je les ai dessinés rapidement. Bah, c'est que l'angle formé par ces deux vecteurs, je vais même pas mettre de sens d'ailleurs, cet angle-là, bah, je ne le connais pas. Enfin, je ne connais pas de mesure en tout cas. Ce n'est pas simple de trouver une mesure de cet angle-là. Bon, tout ça pour abandonner la première méthode. Voilà. Donc j'abandonne. Voilà. La deuxième méthode, celle du projeté orthogonal. Ben ici, c'est pas pratique non plus. C'est pas pratique. Les vecteurs ne partent pas du même point. Même si je les redessinais pour les faire partir du point I, comme je l'ai fait tout à l'heure, je me mets sur une droite supportée par l'un des vecteurs. Je projette, bon, allez, essayez si vous voulez. Mais le problème, c'est que je ne vais pas réussir à trouver toutes les longueurs que je veux. Donc la deuxième méthode ici, je la trouve pas pratique.
Je passe à la quatrième méthode. Si vous avez bonne mémoire, c'est celle qui ne fonctionne que dans un repère orthonormé. Bon, bah, je l'abandonne, il n'y a pas de repère orthonormé ici. Je pourrais très bien en créer un de repère orthonormé, mais ici, c'est pas trop évident. La troisième méthode, bon, je vous laisse essayer si vous voulez. Pas forcément pratique non plus. Alors tout ça pour dire que parmi les 4 méthodes que j'ai proposées, il n'y en a aucune qui va être facile. Alors quand aucune méthode ne permet facilement de déterminer le produit scalaire, eh bien, il nous reste quand même des solutions. Et je pense à toutes les règles de calcul qu'on peut utiliser lorsqu'on manipule des produits scalaires. Je vous les rappelle. Voilà, toutes ces propriétés, toutes ces règles que j'ai mises sous forme de propriétés. Voilà, le produit scalaire U scalaire V est égal à V scalaire U. On dit que le produit scalaire est commutatif. Voilà, on peut développer un U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W. On peut développer comme du calcul algébrique. Et ben, on va utiliser ces règles de calcul plus la relation de Chasles. Alors voilà la technique, et j'insiste sur cette technique parce que on va en avoir besoin souvent. Souvent, on ne sera pas capable de calculer directement des produits scalaires, on sera obligé d'adopter la technique que je vais vous expliquer. Cette technique, elle consiste à décomposer avec la relation de Chasles l'un des vecteurs, le vecteur dB ou le vecteur AC, et éventuellement les deux vecteurs en des vecteurs plus simples. Ici, par exemple, je suis dans le rectangle ABCD, il y a des angles droits un peu partout. Eh ben, je peux utiliser les vecteurs qui supportent les arêtes du rectangle pour essayer d'avoir des produits scalaires plus simples à calculer. Donc, je reprends, je vais décomposer les vecteurs DB et AC avec la relation de Chasles en des vecteurs plus simples. Je vous propose, par exemple, de changer DB en DA plus AB. Voilà, je m'embête pas, je suis un peu les arêtes les côtés en tout cas du rectangle. Je vais faire pareil pour AC. Le vecteur AC, il est lié avec la diagonale. Et ben allez, je vais contourner. Le vecteur AC, je vais mettre AB plus BC. J'aurais pu mettre AD plus DC. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a même plein de façons de faire. Donc voilà la technique. Elle commence comme ça. Vous décomposez l'un des vecteurs ou les deux vecteurs en des vecteurs plus simples grâce à la relation de Chasles, en utilisant la relation de Chasles. Donc DB c'est DA plus AB, AC c'est AB plus BC. Ok. Maintenant, je vais développer. Donc c'est une propriété du produit scalaire. Allez, je vais développer pour amener à 4 produits scalaires. Donc j'y vais, ça va être un petit peu plus long à écrire, mais il faut le faire. Donc ça fait DA scalaire AB. Voilà, je n'oublie pas les flèches. Hein, plus DA scalaire BC. Plus AB scalaire AB. Ah ben celui-là, il va être simple à calculer. Plus le dernier, AB scalaire BC. Voilà, j'ai développé comme si c'était du calcul algébrique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise le mot produit scalaire. C'est parce qu'en fait, cette opération a des propriétés qui ressemblent énormément aux propriétés utilisées pour la multiplication. Mais ce n'est pas une multiplication, c'est un produit scalaire. Je reviens à mes moutons, j'ai donc développé. Je me retrouve avec 4 produits scalaires. Vous allez me dire, je suis parti avec un produit scalaire à calculer, ici, et je me retrouve avec 4 produits scalaires. Est-ce que c'est multiplier le problème par 4? Pas forcément. Parce que d'un produit scalaire apparemment compliqué à calculer, je vais me retrouver avec 4 produits scalaires qui, vous allez le voir, vont être beaucoup plus simples à calculer. Je vais les faire un par un, ces produits scalaires. Donc je vais écrire un peu en colonne. Je vais commencer par
dA scalaire AB. Allez, je grossis dA AB. Regardez où se placent les vecteurs par rapport au rectangle. Regardez l'angle formé par ces vecteurs. Autant dire tout de suite que l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est un angle droit. Les vecteurs, en fait, ici, sont orthogonaux. Eh ben, je peux tout de suite dire que ce produit scalaire, il vaut 0. Voilà, dA scalaire AB vaut 0. Celui-là, il est réglé. Bon, si vous n'êtes pas convaincu, vous écrivez, je griffonne hein, en gris avant de l'effacer, dA scalaire AB, j'aurais pu mettre que c'est dA scalaire DC. Après tout, le vecteur AB et le vecteur DC, ben, ce sont deux vecteurs égaux, on est dans un rectangle. Et dA DC, ben, si vous appliquez la première méthode, c'est longueur dA fois longueur DC fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Ben, ici, l'angle, c'est moins pi sur 2. Donc, fois cosinus de moins pi sur 2, ben, cosinus de moins pi sur 2 est égal à 0. On retrouve 0. Voilà. Bon, là, je traîne un peu. Les vecteurs étant orthogonaux, ce produit scalaire est nul. Plus que 3. Le deuxième produit scalaire. Voyons à quoi il ressemble. dA scalaire BC. Ok. Alors, le vecteur dA, vous l'avez vu. Le vecteur BC, vous l'avez vu. Donc, on peut constater que ce sont deux vecteurs qui ont la même direction, la même norme. Elle vaut 4, cette norme, et des sens contraires. Alors, qu'est-ce que je peux marquer? Ben, je peux par exemple marquer la chose suivante. Le vecteur dA, c'est le vecteur CB. Donc, plus CB, pardon. J'écris, j'ai oublié le C. Donc, le vecteur dA est égal au vecteur CB. On est dans un rectangle. Donc, je peux écrire ça. Voilà. Donc, 0 plus... non, pas plus. Le vecteur CB, ben c'est moins BC. Donc je remplace le vecteur CB par moins BC. Je me retrouve donc avec ça. C'est-à-dire BC au carré. C'est-à-dire, vous savez que, je rappelle une petite formule du cours, je la mets rapidement à gauche. Quand vous avez U carré, c'est U scalaire U par définition, c'est ce qu'en fait je viens d'utiliser, mais c'est aussi norme de U au carré. Tout ça, c'est la même chose. Donc tout ça pour pouvoir écrire que c'est norme de BC au carré. En gros, c'est moins la longueur BC au carré. Alors la longueur BC vaut 4, et ben, ça va faire directement moins 4 au carré. Voilà, moins 16. Voilà le deuxième produit scalaire. Je traînais, hein, on peut aller plus vite. Je reprends un peu ma figure et on aura pu retrouver moins 16 différemment. Par exemple, si, allez, j'entoure là où je suis encore, hein, je suis encore à ce produit scalaire. Pour le calculer autrement, ben, on aura pu faire avec la longueur dA, c'est-à-dire 4, je l'écris ici, fois longueur BC, fois 4, fois le cosinus qu'il y a, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Bah, ce sont des angles ici, ce sont des vecteurs opposés. Donc l'angle formé par ces deux vecteurs, il y en a un qui va vers le haut puis l'autre qui va vers le bas, si je peux m'exprimer ainsi. Bah, c'est un angle de 180 degrés, c'est un angle plat. En gros, c'est un angle de pi radian, ou moins pi. Donc fois cosinus de pi, et vous savez que cosinus de pi vaut moins 1. On a donc 4 fois 4 fois moins 1. Résultat final, moins 16. Et je retrouve le moins 16 hein, que j'ai mis tout en bas. Voilà, donc on pouvait le trouver évidemment différemment. Allez, je parle beaucoup, je traîne, on en a fait 2, il en reste encore 2. Le troisième produit scalaire, AB scalaire AB. Ben, c'est AB carré, comme ceci. Et comme tout à l'heure, c'est aussi égal à norme de AB au carré. Voilà.
C'est-à-dire ici, AB, c'est 10. Donc la longueur AB vaut 10, donc ça fait 10 au carré, ça fait 100. Voilà, le produit scalaire AB vaut 100. Voilà, j'en ai 3 sur 4, je vais l'entourer. Pareil, le troisième, on aura pu faire avec la première méthode, si vous n'êtes pas convaincu avec ça. C'est quoi AB scalaire AB? Avec la première formule, c'est longueur AB, 10, fois longueur AB aussi, donc fois 10, fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs AB et AB, c'est-à-dire l'angle nul, donc fois cosinus de 0, radian. Cosinus de 0 vaut 1, on a donc 10 fois 10 fois 1, 10 fois 10, 100. Voilà. 3 sur 4. Allez, le dernier. Si on réussit le dernier, c'est gagné. AB scalaire BC. Regardez les vecteurs. AB scalaire BC. Il supporte les droites AB et BC qui sont deux droites perpendiculaires. On est toujours dans un rectangle. En gros, ces vecteurs sont orthogonaux. Eh ben, le produit scalaire vaut 0. C'est rapide. Le produit scalaire est nul. Voilà, je mets plus 0 ici si nécessaire. Voilà, je termine mon calcul. Le résultat final, donc je rappelle, on voulait au départ le produit scalaire dB scalaire AC. Résultat final, on a moins 16 plus 100, c'est-à-dire 84. Voilà le résultat de ce produit scalaire. Et surtout, voilà une méthode qui va revenir souvent, une méthode importante. Si vous n'arrivez pas à déterminer le produit scalaire directement par l'une des 4 méthodes que j'ai proposées au début du chapitre, et dans ce cas, il reste la possibilité suivante, celle qui consiste à décomposer un des deux vecteurs ou les deux vecteurs en des vecteurs plus simples grâce à la loi essentielle, en développant et puis en calculant les nouveaux produits scalaires qu'on obtient. On obtient évidemment plus de produits scalaires à calculer, mais en général, ces produits scalaires sont plus simples. Alors, la difficulté de cette méthode, si difficulté il y a, c'est lorsqu'on les décompose, les deux vecteurs dB et AC, il faut essayer de les décomposer intelligemment, j'ai envie de dire. Il y a des décompositions qui vont plutôt compliquer la chose qu'autre chose. Je m'exprime mal. En tout cas, par exemple, je ne vais pas décomposer dB en DE plus EB. Non, là, si je continue les calculs, je me retrouve avec d'autres produits scalaires encore plus compliqués. Donc, il faut essayer de trouver des décompositions judicieuses. Alors, puisque je suis dans un rectangle et qu'il y a pas mal d'angles droits, et je sais que quand l'angle formé par deux vecteurs est un angle droit, le produit scalaire est nul, et quand je suis dans un rectangle, en général, on contourne un peu les côtés du rectangle. Bon, ça marche pas toujours, mais c'est souvent le cas. D'ailleurs, on remarque, dans ce que j'ai marqué, il y a deux produits scalaires qui est nul. Voilà. On n'était pas obligé de décomposer les deux vecteurs. Il y avait d'autres manières de le calculer, plus ou moins vite. J'ai pas pris la méthode la plus rapide ici. Mais ce qui est sûr, c'est que les produits scalaires que j'ai obtenus après ma décomposition étaient simples à calculer. Allez, je suis bavard, je parle beaucoup. Un dernier. Je vais essayer de parler un peu moins. Et j'espère que vous allez réussir le dernier. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris la méthode que je viens de vous expliquer, puisque je vous propose le produit scalaire suivant. Allez, ID. CI. Voilà. Bon, je pris ce produit scalaire un peu au hasard. J'aurais pu prendre plein d'autres exemples. ID, CI. Alors pareil, faites pause si vous voulez essayer de le faire tout seul. À la fin, on verra si on trouvera le même résultat. Allez, j'y vais. Bon, les vecteurs ne partent pas du même point. Par contre, il y a quand même une lettre commune, c'est la lettre I. Alors moi, ce que je vais faire, c'est le vecteur CI. Je vais plutôt l'écrire comme moins IC.
Donc, ma première étape est la suivante. Je laisse ID, mais CI, j'écris moins IC. Ce qui m'oblige à mettre une petite paire de parenthèses ici. Quand j'ai moins ici, je peux mettre devant. Ça fait moins ID IC. Voilà, propriété du produit scalaire, c'est une règle de calcul. Ok, comme ça, je me retrouve avec un produit scalaire de deux vecteurs partant du même point. Donc je peux tout de suite mettre moins, je vais le laisser signe moins. Voilà. Je vais l'entourer, sinon je vais l'oublier. Et je m'intéresse à ID scalaire IC. Allez, dans ma tête et oralement, j'énumère les méthodes que je pourrais utiliser. Première formule du cours, avec l'angle. Ça ferait longueur ID fois longueur IC fois le cosinus de l'angle DIC, c'est-à-dire si je le montre cet angle-là, que je ne connais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit facile à trouver, je suis mal parti. Non, ça va pas. Donc j'abandonne cette méthode. Deuxième méthode, avec le projeté orthogonal. Ok, c'est-à-dire que là, je me mets sur soit la droite ID, soit la droite IC. Je choisis l'une des deux droites. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse voilà ça. Je me mets sur la droite ID. Voilà. Et je vais placer, donc je refais les vecteurs qui m'intéressent. Le vecteur ID, il est là. Le vecteur IC, il est là. Bon, je les fais à côté pour pouvoir les effacer après. Donc, je me place sur la droite ID et je projette le point C perpendiculairement à cette droite. Ça me donne, si je le fais, si j'essaie de le faire correctement, voilà, ça me donne un point H qui serait ici. Mais il y a un souci, évidemment. Voilà, si j'utilise la deuxième méthode. Je répète, je me suis placé sur la droite ID et j'ai projeté le point C orthogonalement sur cette droite. Ça donne un point H. Et si je continue à utiliser cette méthode, ça ferait donc longueur ID fois longueur IH. L'angle formé par les deux vecteurs, c'est un angle aigu ou obtus? C'est un angle obtus. On pourrait le démontrer quand même. Là, on triche un peu, on regarde la figure. On pourrait le démontrer, c'est un angle obtus. Donc, il y aura un moins ici. Donc, il faudra que je mette des parenthèses ici. Voilà. Bon, de toute façon, il y a un autre problème, vous l'avez vu, c'est que la longueur IH, je la connais pas, et à chaud comme ça, je vois pas comment la trouver facilement. Je vois pas comment la trouver rapidement. Bon, tout ça pour dire que la deuxième méthode, c'est pas celle que je vais utiliser. Allez, top, j'efface. Et j'efface mes constructions. Troisième méthode, je laisse tomber. Voilà, on l'a pas trop vu, donc je laisse tomber pour l'instant, mais vous pouvez toujours y regarder. Quatrième méthode, c'est celle avec le repère orthonormé. On n'en a pas, donc on laisse aussi tomber. Bref, aucune des quatre méthodes du début du chapitre ne convient pour calculer ce produit scalaire facilement. Bon, vous devinez ma pensée. Il me reste donc la chose suivante à faire. On va décomposer un vecteur ou les deux vecteurs en des vecteurs plus simples. On développera et on essaiera de finir les calculs. Voilà, donc le principe, décomposer le vecteur ID, peut-être le vecteur IC, en des vecteurs plus simples, développer éventuellement, se retrouver avec plusieurs produits scalaires à calculer, espérant que ces produits scalaires soient plus simples à calculer. Oui, mais alors comment décomposer le vecteur ID et le vecteur IC? Allez, je vais les dessiner légèrement à côté. Alors, autant tout à l'heure, j'ai fait le tour du rectangle pour avoir des angles droits, sauf que là, là, c'est pas tout à fait pareil. Allez, le temps est écoulé, je vous montre une piste. Je vais prendre le milieu de DC. Allez, je vais appeler M le milieu de DC. Donc, je vais placer ce point
Voilà, le point M, milieu de DC. Donc, je vais mettre deux traits ici et deux traits ici. Et je vais tracer IM. Voilà. Bon, je vais essayer que ce soit pas trop confus. Le point I, je remets en haut. Voilà, je me répète. Je vais avoir besoin du milieu du segment DC, que j'appelle M. Et dans ce cas-là, le vecteur ID, je vais le décomposer de la manière suivante. Ça va être IM plus MD. Donc on y va. ID, c'est IM plus MD. Vous allez me dire, il fallait y penser. Oui, moi c'est à force d'en faire qu'on finit par y penser. Voilà, IM plus MD. IC, je vais faire pareil. IM plus MC. Voilà. Voilà. Alors, comme il y a un moins devant tout ça, par sécurité, je vais rajouter, et je vais faire ça en vert pour ne pas tout confondre, je vais rajouter des crochets. Voilà, parce qu'il y a vraiment un moins. Et je vais tout de suite, pour l'étape suivante, garder le signe moins et garder mes crochets. Voilà. Alors, maintenant que j'ai décomposé ça, je vais développer tout ça. Et espérer me retrouver avec des produits scalaires simples à faire. Alors, je vais le développer à l'oral. Je vais le développer mentalement parce que je ne vais pas écrire mon développement si jamais je me rends compte 2 lignes après que je ne vais pas réussir à tout calculer. J'aurais pu trouver une autre décomposition, mais il y a peut-être des décompositions qui mènent à des impasses. Donc, justement, avant de tout écrire, c'est bien peut-être de développer mentalement ou rapidement. Allez, pourquoi j'ai utilisé le point M d'ailleurs? Pourquoi j'y ai pensé? Parce que, autant dire tout de suite, le triangle DIC est un triangle isocèle en I. J'ai donc ici un angle droit. J'ai défini M comme le milieu du segment DC. Eh ben, la droite MI est donc la médiane du triangle DIC, mais comme il est isocèle en I, ce triangle, c'est aussi une médiatrice. Donc, il y a un angle droit. Voilà. Et comme il y a un angle droit, bah, j'espère que ça va m'aider à calculer des produits scalaires. Alors, on y va. Je le fais à l'oral. Le premier produit scalaire, IM, scalaire, IM. Ok. J'ai donc besoin de IM. Bon, est-ce que je peux le calculer? Je ne connais pas IM. Mais je peux peut-être le trouver avec un théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Je vais peut-être pouvoir le trouver. Deuxième produit scalaire. J'y réfléchis avant vraiment de me lancer dans les calculs. IM scalaire MC. Oh, il est simple celui-là. IM scalaire MC. Ben, les vecteurs IM et MC forment un angle droit. Ils sont orthogonaux. Ça va faire 0. Donc le deuxième, il est simple. Le troisième, MD, IM. Même chose. Les vecteurs sont orthogonaux. Le troisième produit scalaire, il sera nul. Et le dernier, MD, MC. Ah, les vecteurs, ils sont ici de même direction, de même norme et de sens contraire. En fait, ce sont les vecteurs opposés, les vecteurs MD et MC. Bon, je pense que je vais pouvoir trouver le produit scalaire assez facilement. Surtout que M est au milieu de DC. Eh ben allez, je pense que ma décomposition ici est bonne. Donc c'est bien quelquefois d'y réfléchir à l'oral avant de se lancer dans les calculs. Maintenant que je sais que je vais réussir, j'y vais. Allez, je développe. Donc IM scalaire IM. Voilà, premier développement. Deuxième développement, IM scalaire MC. Le troisième, MD scalaire IM. Voilà. Et le dernier, MD scalaire MC. Voilà, les 4 développements. Je referme mon crochet vert. J'ai mis un grand crochet parce qu'il y a un moins devant tout ça. Ok. Allez, je remets le 6 moins. Je remets mon crochet et je vais m'intéresser aux 4 produits scalaires.
Alors comme tout à l'heure, je vais les traiter un peu par colonne. Je vais les faire une par une. Allez, premier produit scalaire. IM scalaire IM. Pardon, il y a un carré qui s'est glissé. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le carré. Sûrement pour anticiper ce que je vais dire. Bah, IM scalaire IM, c'est IM au carré. Voilà. Mais comme on a vu précédemment, c'est aussi, et je vais même rajouter ça, c'est la même chose que longueur de IM, norme du vecteur IM, pour être plus exact, au carré. La norme du vecteur IM au carré, bon, en gros, c'est la longueur IM au carré. Voilà. Bon, j'ai effacé, j'ai remplacé, mais mine de rien, il y a quand même beaucoup de notions que je viens de dire en peu de mots. Hein. Je répète, IM scalaire IM, par définition, c'est vecteur IM au carré. Mais on a vu dans le cours que c'est la même chose que norme du vecteur IM carré. C'est égal en tout cas. C'est pas la même chose. Je m'exprime mal. C'est pas la même chose, mais c'est égal. Et la norme du vecteur IM, c'est la longueur IM au carré. Voilà. Bon, bref, je n'ai plus qu'à calculer IM et j'aurai IM au carré. Alors, on va essayer de le trouver quand même, parce que si je n'y arrive pas, ben, on va être bloqué. Donc là, je reprends la figure. Il me faut IM. Ok. Alors, vous voyez un peu comment trouver IM. Bon, je verrai bien du théorème de Pythagore dans le triangle IMC, par exemple. Allez, regardez le triangle IMC. Voilà, c'est le triangle qui se trouve à droite. Le côté MC, je vais tout de suite le mettre. Je vais effacer le 10 ici et je vais mettre 5 et 5. Voilà, MC vaut 5. 5 ici aussi, puisque M est au milieu. Donc, dans le triangle IMC, qui est rectangle en M, je connais MC. Si je connais IC, eh ben, je peux trouver IM. Voilà. Alors, le problème, c'est que je ne connais pas IC. Bon. Oui, mais IC, je peux le trouver. IC, c'est la moitié de AC. En disant dans un rectangle, les diagonales dans un rectangle se coupent en leur milieu. Donc, si je code ma figure, bah, la longueur AI et la longueur IC, bah, ce sont les mêmes longueurs. Donc, IC, tout comme AI, c'est la moitié de AC. Et comment trouver la diagonale AC? Comment trouver cette longueur? Bah, en utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle ABC. Bon, bah, il y a un peu de calcul, mais je peux trouver IC, et je vais donc pouvoir en déduire IM. Alors, on y va pour les calculs, je rédige pas, je fais juste les calculs. Allez, d'abord la longueur AC, je l'ai fait en bleu. Allez, théorème de Pythagore dans le triangle ABC, rectangle en B. Donc AC carré est égal à AB carré, je remplace directement, AB carré, 10 au carré, plus BC carré, 4 au carré, ça fait 100 plus 16, 116. Voilà pour AC carré. Donc AC vaut racine de 116. Voilà. Bon, on va simplifier cette racine si possible. Allez, 116, je mets ici. Allez, 116 c'est quoi? Je griffonne. C'est 2 fois 58 par exemple. 2 fois 58 ça fait 116. Allez, 58 c'est 2 fois 29. Voilà, donc racine de 116, bah, ça fait racine de tout ça, c'est-à-dire 2 racines de 29. Voilà, AC vaut 2 racines de 29. Ok. Du coup, IC, bah, IC c'est la moitié de AC. Allez, IC, bah, c'est la moitié, c'est donc la moitié de ça, bah, racine de 29 tout de suite, on peut le dire. Hein, IC, c'est la moitié de AC. Donc, la moitié de 2 racines de 29, eh ben, ça fait racine de 29. Allez, ben, je peux le mettre, racine de 29, ici. Ok, maintenant, j'utilise le théorème de Pythagore dans le triangle IMC. Hein, le petit triangle ici. Rectangle en M. Donc, allez, on y va. Je vais effacer mes calculs, je vais en refaire d'autres. IM au carré. Voilà, IM au carré
est égal à l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire IC carré, moins MC carré. Bon, j'aurais peut-être dû marquer l'égalité de Pythagore. Je sais qu'il y a des enseignants qui aiment bien qu'on marque l'égalité de Pythagore. L'hypoténuse au carré, c'est IC carré, est égal à IM au carré plus MC carré. Moi, quand c'est pas à rédiger, bah, je vois que je cherche un petit côté. Je ne cherche pas l'hypoténuse, donc je fais tout de suite IM carré est égal à IC carré, l'hypoténuse au carré, moins MC carré. Je le fais tout de suite, ça va plus vite. Alors, IC carré, c'est racine de 29 au carré, moins MC carré, 5 au carré. Bon, bah, ça fait 29 moins 25. Ok, je vérifie quand même le calcul. 29 moins 25, ça fait donc 4. IM au carré vaut 4. Ok. IM au carré vaut 4. Donc IM vaut 2. Voilà. Eh ben, on a trouvé IM. Mais en fait, on voulait même pas IM, on voulait IM au carré. Donc le 4, bah, je vais le réécrire. Voilà. Donc je reprends mon stylo violet. Donc, allez, ligne suivante. Moi, j'ouvre mon crochet. Et donc, IM au carré, ça fait 4. Voilà. Voilà pour le premier produit scalaire. Bon, j'espère que vous suivez jusqu'ici. On a peut-être fait le produit scalaire le plus dur. Allez, le deuxième. IM scalaire MC. Voilà, je suis ici. Allez, je reprends le rectangle en haut. Regardez les vecteurs IM et MC, je l'ai dit, bah, ces vecteurs-là sont orthogonaux et ils forment un angle droit. Et bah, le produit scalaire sera donc rapide à trouver, c'est 0. Voilà, ça c'est fait. Le troisième, MD scalaire IM. Regardons comment sont placés les vecteurs MD et IM. Bah, même chose, ils forment un angle droit. Ils sont orthogonaux, ces vecteurs. Et ben, le produit scalaire sera donc nul. Voilà, ça montre que la décomposition que j'ai utilisée au départ, hein, le fameux IM plus MD, puis IM plus MC, ben, elle est pas mal puisqu'il y a beaucoup de produits scalaires qui s'annulent. Normal, j'ai fait intervenir un angle droit. Il n'en reste plus qu'un. Espérons pouvoir le trouver quand même. MD scalaire MC, je dis espérant, mais je suis un peu stupide, on y a déjà réfléchi, je sais que je vais le trouver. Alors, MD scalaire MC, regardons ces vecteurs. Et oui, je l'ai dit, ce sont des vecteurs opposés. Allez, le vecteur MD, il est comme ceci, si je le redessine en rouge. Et le vecteur MC, il est comme ceci. Et bien, si j'applique tout simplement la première formule, ça va donc être longueur MD fois longueur MC fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Alors, je vais mettre sa forme géométrique, c'est-à-dire l'angle CMD ou DMC, peu importe. Voilà. En gros, l'angle que je vais faire en arc-en-ciel ici, en gros cet angle-là, voilà. Bah, c'est l'angle plat, 180 degrés, ou pi radian. Bah, le cosinus sera égal à moins 1. Donc je continue ma ligne. La longueur MD vaut 5. La longueur MC vaut 5 également. Le cosinus de l'angle plat ici, le cosinus de pi. Allez, je vais détailler quand même en mettant cosinus de pi. Ou moins pi, peu importe. Eh bien, ça fait 5 fois 5 fois moins 1. Et ben voilà, j'ai tout fait. Je n'ai plus qu'à finir mes lignes de calcul. Allez, toc, toc. Je recopie ce que je n'ai pas recopié. Donc là, il y a un 4. Bon, je vais remettre les 0. Voilà, histoire de bien aligner. Voilà ma ligne. Allez, il reste moins toc, 4
5 fois 5 fois moins 1, moins 25. Voilà. Voilà, allez, encore une ligne ou deux. Vous avez déjà de tête le résultat. Ça fait moins 21, c'est-à-dire 21, et c'est le résultat final. Voilà, moins 21, c'est-à-dire 21. Allez, ID, CI, le produit scalaire ID scalaire CI vaut 21. Voilà, il y avait d'autres manières de faire. Hein. Je ne prétends pas avoir utilisé la méthode la plus rapide, surtout que je détaille pas mal. Il y avait d'autres manières de faire, pas forcément en décomposant d'ailleurs, à vous de voir. Voilà, on peut visualiser les vecteurs ID et CI. En fait, les vecteurs ID et CI, si je les fais, allez, si je les fais en rouge, puis je vais grossir pour bien les voir, les vecteurs ID, voilà, le vecteur ID, il est là. Et le vecteur CI, bah, si je le fais partir d'ici, après tout, voilà, bah, j'ai calculé le produit scalaire des deux vecteurs que j'ai surlignés en rouge. Bon, l'angle formé ici formé par ces deux vecteurs est un angle aigu. Il est normal de trouver un produit scalaire de 21. Maintenant, on aurait pu faire autrement. On aurait pu, par exemple, pareil, décomposer les deux vecteurs, mais en faisant intervenir le point que j'appellerais N ici, milieu de AD. Voilà. Bref, on aurait pu faire de plusieurs manières. L'esprit, en tout cas, reste le même. Vous pouvez décomposer un vecteur ou les deux. On n'est pas obligé de décomposer les deux. Mais il y a plein de façons de décomposer les vecteurs. Donc, il faut évidemment trouver les manières les plus judicieuses. Donc, essayez de trouver des angles droits, parce que vous savez que les produits scalaires de deux vecteurs, en tout cas, qui forment des angles droits, qui sont orthogonaux, est nul. Voilà pour ces rappels. À bientôt.